Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de The Macronomist, le podcast. Alors The Macronomist, c'est une newsletter qui est faite par mon acolyte avec qui j'ai l'honneur et le privilège de présenter ce podcast, Kolepi. Alors Kolepi, est-ce que tu peux nous dire, comme c'est le premier épisode, en quoi ça consiste The Macronomist et pourquoi on en vient à faire un podcast sur l'économie, vous l'aurez compris? Alors, bonjour à tous. The Macronomist, du coup, c'est un journal qui va traiter de finances de marché, banquiers centraux, options, un peu tout ce qui touche à la finance et qu'on a du mal à décrypter, qu'on n'a pas le temps d'analyser plus en profondeur. J'essaye de l'expliquer plus en détail. Pourquoi on en vient à faire ce podcast The Macronomist? Assez simplement parce que on voulait tous les deux démocratiser un petit peu tout ce qui était notion économique, financière, trouver un format un petit peu d'actu, mais sans prise de tête. Et on a tous les deux pensé que faire un podcast, ça serait une très très bonne idée et qu'on pourrait tous apprendre des choses. Oui, l'objectif, c'est effectivement de parler de trucs chiants de manière pas chiante. Ouais, en gros c'est ça, ouais, très concrètement, c'est ça. Et donc forcément, ce premier épisode, comme les prochains, seront articulés. On va commencer par 2-3 petites news par-ci par-là. Ensuite, on aura une deuxième plus grosse partie sur un focus macroéconomique. Donc aujourd'hui, ce sera l'éventuel pivot des banques centrales. Est-ce que la crise inflationniste est finie ou pas? Mais on va y revenir. Et l'objectif est de rester le plus concis, le plus digeste possible. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez, bien sûr, vous lâchez vos meilleures étoiles, pouces ou je sais pas trop quoi. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter de The Macronomist et aller voir sur le site qui est tout simplement themacronomist.fr ce qu'il en est et lire les articles que l'EPI écrit pour vous. Franchement, c'est du temps, c'est du taf et c'est quand même une source de contenu très clair et vraiment pédagogique sur le sujet, donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil. De toute façon, si vous nous écoutez, vous l'avez probablement déjà fait. Allez, est-ce qu'on passerait pas directement aux premières infos du jour, enfin Allez, du jour. c'est parti. Allez, les news en mode un peu mitraillette, un petit peu radio, on va pas se pesantir sur chacune des news. La première que j'avais repérée, c'est l'e-euro. Alors, l'euro numérique, le fléau des monnaies de banque centrale, des monnaies digitales, vous les appelez comme vous voulez, puisque j'avais vu passer des articles sur le fait que donc cette espèce de réaction des banques centrales à l'écosystème crypto en général, qui n'est pas régulé, donc il va falloir finalement de faire disparaître les monnaies fiat, mais d'une manière qui permette aux banques centrales de finalement toujours rester au cœur du système. Et donc, ça inquiète un petit peu les banques, puisque, Kolepi, tu le sais, les banques créer de la monnaie à partir de rien quand on fait des Ça va crédits. de Voilà. strictement rien, ouais. Et donc forcément, le problème majeur que représente la création de l'euro numérique, c'est qu'en fait, comme il est directement émis, contrôlé et géré par la banque centrale, en fait, elles sont un peu écartées de l'équation, les banques commerciales. Ouais, concrètement, ouais, et surtout, comme tu l'as souligné, on parle d'un montant maximal à détenir, donc ce qui est quand même extrêmement problématique. Si je dis pas de bêtises, ça doit être 3 ou 5 000, je sais plus. Ouais, on était sur du 500 euros pour les banques, c'est-à-dire par exemple les banques nationales que sont la BNP, la SOG, qui ont peur de se faire trop écarter de l'équation par Mhm. l'avènement de l'euro, disent il faut le montant minimal possible pour comme ça nous on garde la main sur tout le reste. Donc 500 euros dans votre portefeuille, c'est bien pour aller acheter une baguette de pain, voilà. C'est pas, ça va pas changer. Attends, 500 euros? Ah, c'est dingue, 500 euros, ouais. je pensais pas que c'était à ce moment-là. Ah oui, ok. Et en fait, c'est la BCE qui dit non, non, ce sera 3000. Et donc, il y a une espèce de bras de fer entre les banques, on va dire commerciales, et la BCE sur le montant. Mais dans tous les cas, c'est un montant faible, hein, parce que 3000 euros, bon. C'est un montant très très faible, ouais, et surtout, je trouve ça très, très problématique d'empêcher aux gens de stacker de l'argent. Enfin, ok, ça a aucun intérêt de garder 100K sur son compte en banque, soit, mais enfin, surtout à cause de l'inflation qu'on vit actuellement. Mais pour autant, interdire les gens de détenir leur argent et de le laisser tranquille, je trouve ça quand même assez lunaire, ouais. Ouais, il y a une sorte de dissonance un peu entre ce qu'ils nous disent en disant vous inquiétez pas, ça va être une avancée fantastique pour tout le Ouais, monde. c'est ça. Ils essaient vraiment de mettre en avant le fait que non, ils veulent pas, enfin, il n'y a pas de risque pour la vie privée, ils veulent pas contrôler cet argent, etc. Et d'un côté, ils nous imposent un montant Voilà, minimal. Je exactement. trouve ça Ouais. quand même assez Là, intéressant. là, ils viennent de publier quelque chose en disant non, non, vous inquiétez pas, la vie privée, c'est au cœur de nos préoccupations. Donc, d'ailleurs, ils ont fait un projet, c'est le projet Tourbillon, ce que je trouve quand même, alors pour ceux d'entre vous qui sont un peu dans le crypto game, le développeur de Tornado Cash, qui était un mixeur de crypto-monnaie, qui s'est retrouvé en prison juste pour avoir écrit du code. Et t'as la Banque centrale qui arrive avec son projet Tourbillon en disant en fait on va faire un peu la même chose pour les paiements avec les. Je trouve que le Oui, culot oui. est over 9. Oui, oui, ça doit être ça, ouais. Voilà. Ah ouais, le culot est exceptionnel, là, ouais. Donc bon, on est habitué avec eux, mais là j'ai trouvé ça particulièrement réussi. Et donc ils te disent tout ça.
et en plus, dès le début, ils te mettent un petit plafond. Voilà, tu n'auras pas le droit à plus de 3 000 euros. Et ils ont l'air de penser que c'est la fourchette haute. 3 000 euros pour la BCE, c'est vraiment. Ouais. Déjà, c'est pas mal. Donc, c'est Ah, vous dire à ah, quel point ils considèrent qu'on est riche. ouais, après, en vrai, oui, effectivement, 3000 euros, c'est rien. Et comme je l'ai dit, ça sert à rien de stacker de la monnaie. Mais en fait, c'est cet empêchement de cette liberté qu'on avait de stacker de l'argent sur nos comptes qui disparaît. Je trouve ça personnellement vraiment problématique, surtout quand ils disent que ce qui est au cœur de leurs préoccupations, c'est vraiment ne pas avoir le contrôle de la monnaie, respecter la vie privée, etc. C'est effectivement un vrai problème. Ouais, il y a un petit peu une dichotomie là dans le propos, sachant qu'effectivement ça laisse présumer, alors sans passer pour des complotistes notoires, mais toutes les dérives que ce genre de nouveau système monétaire ou en tout cas nouvelle monnaie pourrait amener, c'est-à-dire le crédit Bah, social à la chinoise et déjà ouais, le c'est ça, contrôle. exactement. On a juste à parler de la Chine, en fait. C'est pas complotiste. La Chine, c'est très, très réel, pour le coup. Et Oui, t'as raison, c'est j'espère déjà en place. que... Non, en fait, c'est là, pour le coup, on peut pas parler de complot, parce que c'est réel en Chine. Après, est-ce que ce sera réel aussi en Occident? C'est une autre question, évidemment. Mais effectivement, il faut le souligner. Les dérives sont possibles, en tout cas. Voilà, et franchement, je suis pas particulièrement optimiste sur le fait qu'il n'y ait pas de dérive, quand la première chose qu'on se dit, c'est déjà, tu n'auras pas le droit d'utiliser ton portefeuille comme T'as tu pas le le veux, droit de parce que faire ce que tu veux de ton argent. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. c'est nouveau, c'est génial. Par contre, tu respectes les règles, et les règles, c'est nous qui les fixons, c'est nous qui les modifions quand on veut. Bon, ça a toujours été un peu le cas, mais Ouais, ça a déjà été le cas, mais au moins on pouvait en faire à peu près ce qu'on voulait. Puis il y avait toujours le cash, au pire, si on voulait être vraiment totalement libre et avoir une vie privée, enfin respecter notre vie privée, ça- on avait toujours cette solution. Mais il faut espérer qu'elle disparaisse pas, quoi. Alors ça, c'est un point sur lequel on va revenir dans un instant. J'en profite pour glisser juste un petit mot sur le fait que vous pouvez tout à fait nous dire dans les commentaires ou nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous faire part de vos avis sur ces questions, sur toutes les questions qu'on a évoquées dans le podcast. Ça nous intéresse de toute façon d'avoir des retours d'autres personnes que nous pour qu'on ne fonctionne pas que en vase clos et que voilà, si vous avez Ouais, un autre complètement. avis, moi il y a quelqu'un qui m'a dit non, mais moi ça m'intéresse le développement de l'euro numérique parce que ne serait-ce que technologiquement, je suis curieux. Bon, je dis est-ce Ah que oui, ça non, vaut le mais coup c'est clair de... que de toute Pourquoi, façon, hein. technologiquement, c'est hyper intéressant. Tout n'est pas acheté, mais ça pose des vraies questions, quoi. Voilà, C'est 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 ça. surtout ça. Est-ce que la curiosité technologique empêche de poser des questions éthiques ou morales? Je pense pas. Mais oui, on peut, Non. on peut tous s'accorder sur le fait que ça peut être une avancée, ne serait-ce que le fait que tu n'aies plus besoin d'attendre 3 jours pour réceptionner peut-être un virement d'euros, euros, que si Ouais, tu as la bon, malchance de là. le faire vendredi après 16h, tu le reçois mardi matin. On est en 2023, je veux dire, au bout d'un moment, il faudrait peut-être se réveiller. Alors, il y a le paiement instantané qui existe, enfin le Ouais, ça virement se fait de plus en instantané, plus quand même, ça se développe pas mal, hein. mais c'est payant dans beaucoup de banques. Tu as des montants qui sont arbitraires Dérisoire. également. Donc, Ouais. est-ce que c'est maximum 2000, maximum. Enfin, donc, ça aussi, c'est assez contrôlé. Tu pas le droit de faire exactement ce que tu veux en virement instantané. Bon, pour le reste, il y a Bitcoin. Mais en tout Les cas, bitcoins, exactement. voilà. Alors, c'est ce qui risque de devenir le nouveau cash, finalement. Oui, parce que pour revenir à la disparition du cash, tu as raison de remettre l'accent dessus. Moi, j'ai pas mal voyagé, et encore l'année dernière. Par exemple, à Londres, franchement, même les artistes de rue ont des TPE. C'est-à-dire que Ah tu ouais? peux. Ouais, ouais, ouais. À Londres, Ah un ouais, mec, ok. le gars, il chante avec une guitare dans Covent Garden, par exemple. Ça se fait beaucoup. Mhm. Plutôt que de lui jeter une pièce de 2 euros, il va avoir un TPE prêt qui, en fait. Alors, j'ai pas vu ça en France encore, mais grosso modo, il te dit vous pouvez donner 3 livres. Et en fait, son TPE est déjà pré-paramétré. Et dès que tu mets ta carte sans contact sur le TPE, ça lui fait un don de 3 livres, tu vois. Ah ouais, ok. Donc Eh bien. franchement, le cash, not very bullish, sachant que j'ai vu plusieurs restaurants dans Londres aussi qui n'acceptent plus le cash, et c'est marqué on ne prend plus le cash. Alors d'accord, très bien, super. Ouais. Non. J'avoue qu'en France, je pense qu'on est quand même assez attaché à cette liberté offerte par le cash. Mais Ouais, je sais que c'est très très dépendant des pays. Donc typiquement, bah, j'étais au Brésil récemment et je trouve que eux, ils se détachent complètement du cash parce qu'ils ont une solution, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais qui est déjà gérée par la banque centrale. Faudrait que je retrouve le nom exact, mais du coup, ils ont tendance à de moins en moins passer par le cash là-bas. Donc tu vois, je pense que c'est vraiment une ah question bah clairement c'est assez culturel. culturelle. Ouais, 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 c'est culturel aussi, je pense. alors j'étais au Japon l'année dernière aussi, et eux ils sont encore, enfin la carte est plus présente que quand j'y allais il y a quelques années, mais il y a encore beaucoup de petits restaurants notamment qui prennent plutôt du cash que de la carte, quoi. Ouais. Sachant qu'en plus la carte était un désavantage, alors ça commence à se démocratiser, mais les paiements à l'étranger par carte, c'était des frais monstrueux aussi que, Ah que oui, prenaient les oui, banques, hein. bon là maintenant Avec, on a quand même pas mal de solutions, mais ouais, maintenant à ça existe, l'époque mais c'était vraiment un truc de fou. c'est 5 ans, tu vois, 5-6 ans que ça existe ce genre de carte. Il y a 15 ans, tu allais au Japon,
Déjà, tu avais des frais dégueulasses sur ta carte bancaire. Ensuite, c'était pas accepté, à part dans certains grands hôtels, c'était pas accepté. Et ensuite, tu avais, en plus des frais de la banque, tu avais des taux de change qui étaient dégueulasses. Donc, Ah ouais, ouais, ils te t'as un faisaient spread enfler dans absolument les deux. monstrueux. Ouais, Ah oui, oui, dans les deux sens. Tu vois. Donc, ton voyage, il commençait à te coûter. Il À coûtait euro un peu actuel, cher, ouais, effectivement. plusieurs centaines d'euros en plus juste en frais, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal, la situation s'est pas mal améliorée. Après, il faut faire attention à ce que effectivement ce soit pas à notre détriment sur le long terme, quoi. Parce que toujours Ah oui, plus de souplesse complètement. c'est bien, mais au bout d'un moment, en fait, pour en revenir à ce que quand c'est la banque centrale qui te dit oui, mais là on est mardi, donc tu peux pas acheter de viande, tu fais merde. Voilà. Est-ce qu'on en arrivera là? En tout cas, les MNBC, Ouais, on enfin, n'espère pas, mais la question se pose en fait. ouais, ouais. C'est juste ça à ce stade, parce que c'est même pas encore lancé. Mais Bon, je pense qu'on il faut sera amené réfléchir à toutes à... ces questions. Voilà, on va passer à la prochaine info, mais de toute façon, on sera amené à en reparler, puisque chaque pays a son projet génial de monnaie de banque Ouais, centrale maintenant. ouais, complètement. On verra ce que ça donne. J'avais noté, c'est dans le conducteur, le marché immobilier qui se pète la gueule. Alors, c'est intéressant, parce que quand tu parles à des gens qui sont déjà propriétaires, ils vont te dire non, non, tout va bien. Mais eux, ils n'ont pas encore essayé de vendre. Donc, Ah, effectivement, quand tu as eu ton taux effectivement, à ouais. 0% et que tu n'as pas encore essayé de vendre ton bien, t'es pas mal. Si jamais le taux du crédit, parce que tu t'es quand même endetté sur 20 ans avec des énormes montants, et la hausse du coût de la vie te fait que tu arrives encore à t'en sortir, c'est très bien pour toi. Après, est-ce qu'il y a une vraie baisse du marché de l'immobilier quel est ton sentiment là-dessus? Ah, Qu'est-ce que tu as pu constater? Parce qu'il y a les charts et puis il y a la vraie vie, quoi. déjà, je préfère prévenir que je suis vraiment pas un spécialiste du marché immobilier, mais de ce que j'ai lu un petit peu partout, notamment sur la France, c'est surtout dans les grandes villes que le prix commence un petit peu à flancher, mais il y a des villes qui se portent tout à fait bien. Je pense à Metz, Dunkerque, deux villes un peu au hasard, hein, mais je me rappelle de ces deux-là. Je sais qu'elles résistent plutôt bien en fait à la hausse des taux actuels, au fait que le robinet du crédit soit coupé. Et ouais, je pense que c'est surtout Paris, Lille, Lyon, toutes ces grandes Ouais, métropoles Bordeaux qui ont qui avait vraiment, vachement vraiment monté. profité, ouais, et qui a Bordeaux, vraiment c'était explosé incroyable, en hein. termes de prix et qui se replie un petit peu. Je me rends pas compte pour Bordeaux. On parle toujours de Paris en France, parce que Paris, c'est vraiment un truc de fou, Ouais, les Paris, prix. c'est la France, hein, Mais, mais je pense que dans les villes dans les petites et moyennes villes et dans les milieux ruraux, je pense, à mon sens, pas trop que ça a lourdement chuté. Non, je Mais par pense, mais contre, tu fais voilà. bien de parler du fait des gens qui n'arrivent pas à vendre, parce que l'autre jour, je voyais une interview d'un mec qui essayait de vendre un bien immobilier à 600 000 euros à Paris, et qui comprenait pas pourquoi son bien ne partait pas. Donc tu vois bien que les mecs sont complètement paumés. Mais il faisait Après combien de des mètres années carrés de crédit son... gratuit, je sais pas, je peux plus te donner les détails exacts. 8 Mais mètres en gros, il carrés? essayait de le vendre. Il demandait 600 000 euros. Il se demandait pourquoi son appart ne partait pas très vite. Mais enfin, 600 000 euros, c'est astronomique. En fait, Enfin, actuellement, il faut un apport conséquent pour acheter un bien pour acheter un bien de 600 000 euros, quoi. Ah ouais, le propos, c'est pas encore une fois hein, de taper gratuitement sur ceux qui ont. Oui, le but, c'est pas de critiquer ceux qui ont acheté de l'immobilier pour leur faire peur, mais pour avoir vécu ça de près, puisque jusqu'à assez récemment, je travaillais au sein d'un établissement bancaire, ça s'est quand même vraiment raréfié. Le robinet du crédit, clairement, les gens ne peuvent plus acheter aussi facilement qu'avant, mais enfin, c'est carrément un nouveau paradigme, parce qu'en fait, avant, tu Ah allais ouais, voir la non, mais banque, complètement. tu avais des taux qui avoisinaient les 0%, et on finançait des merdes mais qui était pricé par le marché, hein. C'était pas la banque qui faisait n'importe quoi. Ouais, C'est-à-dire c'était que par ici. il était assez logique à Asnières, qui est dans la banlieue nord-ouest de Paris, d'acheter des appartes à entre 600 et 800 000 euros pour des trucs qui faisaient 60-70 mètres carrés, en disant que c'était magnifique. Alors qu'en plus, pour en avoir visité certains par curiosité, la qualité n'était pas spécialement au rendez-vous. Donc il y avait vraiment un énorme décalage entre le prix et ce que tu achetais. Et ça corrige. Alors après, il y a une inertie du marché de l'immobilier, on y reviendra aussi, hein, sur le fait que forcément tout le monde ne veut pas vendre spécialement en même temps. C'est des biens qui sont détenus pendant des années parfois. Et Mhm. puis les gens ont du mal à vendre aussi en dessous du prix d'achat. Mais moi, j'ai une anecdote à la banque, toujours, de quelqu'un qui avait fait une fantastique acquisition d'un bien qui était donc pour plusieurs millions d'euros dans le 5e, hein, qui est pas l'arrondissement de la capitale le plus moisi. Malfamé. Ouais, exactement. C'est-à-dire que bon, voilà. Mais il l'avait acheté alors que le prix du marché était aux alentours des 17-18 000 du mètre, ce qui est quand même déjà assez solide, hein. C'est comme déjà Koso, ouais. Voilà. Il avait acheté son appart 37 000 du mètre. Et là, il Donc le deux fois dessus du prix du marché. deux fois au-dessus du prix du marché. Alors, Oui, ok. j'ai regardé, il n'y avait rien d'exceptionnel à cet appart, c'était pas un bien atypique qui l'aurait justifié. Et il était donc, on était sur quelque chose qui avait été acheté 9 millions.
qui aurait dû Non. on va dire, Deux fois 5 moins, et du coup. qu'il arrive péniblement maintenant à vendre 3. Donc, Ah ouais, ouais. il y a des choses qui se... Le retour sur investissement n'est pas là. Ah, bon, je dis pas que N'investissez si... pas dans la crypto, c'est dangereux, hein, surtout. Voilà, exactement. Non, mais là, on est sur un marché régulé, donc attention. Mais comment ça se fait qu'il a voulu payer ce bien Alors, deux fois le prix du marché? j'ai pas échangé trop avec lui parce que c'était la question était comment s'il vend 3 on récupère le reste sur le crédit. Ouais, je comprends. Ouais. Comment est-ce qu'on rembourse les 5 qui restent, millions. Mais non, non, la question c'est forcément il y a des gens qui vont se retrouver à peut-être, en plus si tu as acheté avec du crédit, avec de l'argent gratuit à 0%, et que tu t'es endetté à 600 000, que tu as fait des travaux en plus dans le bien, peut-être que va y avoir certaines personnes qui vont avoir un peu mal à la tête quand ils vont essayer de revendre un appartement au 8e étage à Asnières, sans ascenseur, qu'ils ont acheté 600 000, mais qui en fait aurait dû en valoir 200, mais bon, le marché... tu vois, enfin, pour moi, ça valait 200, un prix acceptable pour le marché, c'était 400, ils ont acheté 600, tu vois, donc tu peux facilement perdre quand même 100 000 balles sur le marché de l'immobilier quand ça dégonfle un peu, quoi. Sur des prix qui Ouais, sont aussi stratosphériques qu'à Paris, c'est sûr ouais, que tu complètement. le disais à Complètement, Dunkerque, ça m'étonne bon, pas. les écarts de prix, même si tu perds 2%, sont pas, ou même Ouais, 5%, c'est ça. En c'est fait, pas très grave. ça flanche vraiment fort et ça fait peur dans les grandes villes. Autant ailleurs, enfin, même quand je te disais Dunkerque et Metz, c'est pas que les prix baissent, c'est que vraiment les prix continuent leur petite expansion, quoi. Oui, mais parce Donc, que tu es peut-être du coup, resté les sur des écarts prix sont énormes, quoi. raisonnables. Oui, oui, Voilà. basiquement, les prix, enfin, raisonnable, c'est un grand mot parce que bah, l'immobilier reste cher en France, mais du moins, ça s'est pas autant envolé qu'à Paris, ouais. C'était pas l'envolée stratosphérique qu'on a connue à Bordeaux qui a fait Ouais, c'est x2 clair. en 5 ans et Mm. que forcément c'est normal que ça corrige, hein, ça reste un marché comme un autre. Et donc, bon, bah, quand le flux d'argent qui est le crédit immobilier se tarit parce que les taux montent, et bien Ça devient tout de forcément, suite un petit peu plus compliqué, quoi. ça Mais bon, devient tout de après, suite un peu plus compliqué. le marché prend en compte ces informations et de toute façon, ça baisse. Enfin, s'il y a plus d'acheteurs, l'offre s'ajuste. Oui, Donc, oui, bah forcément, forcément, avec un peu d'inertie parce que c'est des biens qui sont pas forcément aussi liquides que des actions, mais n'empêche que ouais, oui, c'est ça. si, Ouais, si, je suis d'accord. si t'as pas d'acheteur, au bout d'un moment, forcément, ça va finir Et par t'es un peu corriger. forcé de baisser ton prix, quoi. Euh, Après, le problème, c'est quand vient le problème de refinancer le crédit que tu avais contracté à l'origine, si le prix a baissé entre-temps, c'est là que ça peut coincer, quoi. oui, 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 donc tu peux te retrouver un peu avec une marge de Un petit peu manœuvre sous l'eau, ouais. un petit peu plus réduite que ce que tu avais envisagé. Mais bon, ça reste un Ouais. investissement, c'est-à-dire l'immobilier, c'est pas non plus... Le problème qu'on a eu, c'est que, et même moi, hein, dans les gens que je côtoie, c'était vraiment vu comme un investissement sans risque. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui avaient... En fait, comme ça avait monté Ah, assez longtemps, c'est vrai que et ça va continuer à monter, hein, c'est-à-dire qu'il y a juste certaines c'est zones pas faux où... qu'il était sans risque. C'est pas faux qu'il était sans risque. Sur toute la décennie Ouais, 2010-2020, c'est il n'y avait ça. pas de problème. Voilà, mais le Mais problème, c'est c'est que juste au bout d'un moment, si tu voilà, dézoomes, quoi. c'est pas parce qu'un marché est monté pendant 10 ans que là, les actions, Bah, c'est pareil. c'est un, Tu vois, c'est t'as un grand force. jeu de chaises musical, quoi. La musique a tourné de 2010 à 2020, puis d'un coup, là, la musique commence à baisser de volume, et Ouais, bah, et je suis d'accord ça sur le devient un fait peu plus que compliqué, quoi. il est assez naturel qu'un bien immobilier puisse s'apprécier dans le temps, hein. D'ailleurs, c'est peut-être même sain. Le problème, c'est que là, les conditions économiques, avec les prêts à 0% et l'argent magique, faisaient que le marché était soutenu un peu artificiellement, quoi. Un peu. Un peu, un peu. Léger. Légèrement. Mais à partir du moment où ton banquier central il te dit demain sera plus sûr qu'aujourd'hui, donc les taux sont à zéro, donc en fait il vaut mieux que tu t'endettes et l'argent ne te coûtera rien, c'est sûr que les gens auraient été aussi idiots de ne pas le faire. La question c'est à quel moment il était, on va dire, un petit peu juste de s'inquiéter. C'est Ouais, pas oui, évident c'est hein, ça. quand on est en plein cœur de la montée, quand tout le monde au-dessus, tout le monde autour de vous vous dit achète, ça va faire que monter. Bon, c'est sûr que ceux qui ont acheté le top, Ah comme ouais, d'habitude, voilà. ça peut causer quelques problèmes, quoi. Mais, mais bon, on y reviendra sur le marché de l'immobilier, c'est pas le sujet du jour, mais ça nous permet de faire la transition, et tu vas voir que j'ai bossé cette transition, puisque forcément, pourquoi les biens immobiliers étaient, on va dire, avaient été hypés, c'est parce que les taux étaient à zéro, mais forcément, quand les taux ont remonté, le marché s'est tari. Pourquoi les taux ont remonté, et est-ce que les taux vont continuer à monter? Ça va être notre gros focus de ce premier épisode, avec le tournant des, on va dire le pivot des banques centrales, pivot hors notre pivot, j'ai envie de te dire. Ouais, pivot en notre pivot, c'est plutôt ça. Voilà. Bah, est-ce que tu peux parce que on a vu plein de choses. On a vu, c'était Bruno Le Maire qui racontait récemment qu'on était sorti de la crise inflationniste et qui s'enorgueillissait d'une Et que tout va politique bien. économique absolument incroyable menée par Absolument lui-même. exceptionnel. Tout à fait exceptionnel. On reviendra aussi sur ça, Voilà. mais Donc, est-ce je qu'il a repose raison peut-être. et qu'est-ce qui se passe? Vas-y, pose les bases, je te laisse contextualiser. Ouais, je vais reposer un petit peu le contexte du coup avant tout. Donc,
Pendant toute la décennie 2010-2020, comme on l'a répété pas mal au début de ces épisodes, on a eu vraiment de l'argent gratuit finalement, avec des taux à zéro, avec du quantitative easing. Quantitative easing, pour rappel, c'est quand la banque centrale rachète des obligations d'État, donc ce qui a pour effet d'injecter de l'argent dans l'économie. Du coup, toute cette décennie où l'immobilier s'est envolé, etc., etc., puis est venue l'inflation en 2021. Donc, suite à un énorme quantitative easing, à une sortie de confinement, et forcément, pendant tout le confinement, les gens avaient mis de côté de l'argent, puisqu'ils n'avaient Ouais, pas à le dépenser, ils c'est-à-dire sortaient pas qu'on de chez eux. on a imprimé de la monnaie comme je crois jamais on a imprimé de la monnaie Comme jamais, non, non, dans l'histoire comme jamais on a des imprimé de économies monnaie. modernes. Donc, il y a eu un choc d'impression monétaire, couplé au fait qu'effectivement l'économie Il y a était eu à le l'arrêt. Donc confinement, voilà, les gens, comme tu dis, faisaient des piles de billets ont sous leur mis matelas, ils hein. ont mis, ouais, c'est Ah, ça, pendant quelques mois, parce qu'il y a eu plusieurs confinements qui se sont répétés, les gens dépensaient pas tant que ça. Et quand on a réouvert les vannes, les gens avaient beaucoup de cash à dépenser, ils ont dépensé, ils avaient raison, et non, l'économie surchauffe et l'inflation refait surface. une Donc, inflation qui arrivait quand même assez vite, puisqu'on est passé de... elle est arrivée d'un coup. En fait, elle est arrivée à la fois d'un coup et à la fois, les banquiers centraux ont réagi si tard. Oui, 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 bah Quand oui, ils parce ont qu'il n'y avait pas commencé à réagir, d'inflation. l'inflation était déjà à 8%. Donc, Oui, ok, parce que... je veux bien croire qu'ils analysent un petit peu la situation, etc., et que c'est pas aussi simple. Mais déjà, 6-7%, c'est déjà alarmant, non? Enfin, de 5, Bah, 6, c'est-à-dire 7%, que t'es banquier central, ta seule mission est conserver l'inflation en dessous de 2%, et tu te c'est un commences peu à réagir le job, quoi. quand c'est à 4 fois ça. C'est-à-dire qu'en fait, C'est quand même beaucoup, quoi. Autant, je comprends que dès qu'on passe à 3%, ils remontent pas les taux comme pas possible, parce que sinon, ce serait très compliqué. Mais ouais, 5, 6, 7%, il aurait déjà fallu réagir, et ils ont réagi que quand l'inflation est arrivée à 8%, donc ce qui est déjà énorme. mais tu Ce sais qui est qu'on déjà avait eu énorme. on avait un discours assez aberrant, hein, des banquiers centraux, enfin en tout cas de la Banque Centrale Européenne, qui disait déjà, il n'y a pas d'inflation, l'inflation était déjà à 4 ou 5, il n'y avait pas d'inflation. Ensuite, à 6 ou Ça, 7, oui, je me rappelle, ouais. l'inflation est temporaire, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ça va s'auto-corriger. Bon, Oui, et attends, voilà. pile poil au bon moment, il y a l'invasion russe et paf, l'inflation est de la faute de la Russie. Donc c'est tombé Aussi, un ouais. petit peu pile au bon moment, quoi. Alors, c'est clairement, hein, encore une fois, il ne faut pas passer pour des conspiratistes Ah bas du non, plafond, hein, là pour ça le n'a coup, pas aidé. c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit. Oui, oui, En c'est-à-dire plus, qu'en fait, ils ont eu, disons que ça a eu bon dos. Et il est ouais, évident ouais, qu'avoir, voilà, ça a eu bon dos, mais oui, effectivement, zéro complotisme là. voilà, ça n'aide pas, évidemment, d'avoir la guerre qui se déclare en Europe et d'avoir des pays qui étaient producteurs de certains produits qui forcément peuvent plus les produire, donc les prix vont monter. Mais c'est pas parce que En fait, c'est pas le l'inflation avait seul déjà critère, quoi. bien monté avant, Oui, quoi, en tout à fait. fait, tout à C'est fait. surtout ça, en fait, qui fait que ce discours n'est pas tenable. C'est que l'inflation était déjà à 6 ou 7%, si je dis pas de bêtises, C'est ça. Donc, quand la Russie a envahi l'Ukraine. Donc, oui, comme tu l'as dit, ça a bon dos, quoi. voilà, donc forcément, le discours avec lequel on a du mal, c'est de mettre tout ça sur le dos de la guerre en Ukraine, que nous ne Ouais, c'est ça. soutenons pas, mais il faut pas quand même se voiler la face et dire, vous auriez pu quand même, les mecs, vous rendre compte avant qu'il y avait de l'inflation, je veux dire, Ouais, c'était un ouais, peu votre boulot. ouais, Donc, bon, ouais. bref, du coup, ils se sont mis à augmenter les taux pour Ils se contrer sont mis à l'inflation. augmenter les taux, ouais, Alors, pour ralentir cette inflation qui commençait vraiment à peser sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Et donc là, très récemment, en août, la Banque fédérale américaine a commencé à mettre en pause sa hausse des taux. Donc c'était la première fois en 15 mois que la Fed mettait une pause dans sa hausse des taux, donc ce qui a été un signal assez fort sur les marchés. Tout de suite, les intervenants se sont dit, ça y est, c'est terminé, c'est le retour de l'argent gratuit, ils vont baisser les taux sous peu. Donc c'est toujours ce que price le marché, hein. D'ailleurs, le marché pense que les taux baisseront d'ici la seconde partie de l'année 2024. Ça montre un certain optimisme des intervenants du marché. Est-ce que ça explique pour autant le semi-bull run qu'on a eu cette année sur les actions? La question est un peu plus alors, large. c'est assez fort parce que dans une économie à peu près normale, ce à quoi tout le monde s'attendait, c'est les banquiers centraux Ouais. montent les taux directeurs, donc les actions se pètent la gueule. Et donc récession. C'est tout le monde, Et donc moi y récession, compris, voilà. hein, tout le monde pensait à la récession en 2023, quoi. Si on reprend les sondages de début d'année qui sont faits généralement par les banques, typiquement Bank of America, Goldman Sachs font des sondages, demandent généralement à des gestionnaires de portefeuille, bref, des gens qui travaillent dans le milieu des marchés financiers. Est-ce qu'ils pensent qu'il y allait avoir une récession en 2023? Et je pense que c'était à 70 ou 80%, oui, il y aura une récession en 2023.
Ce qui était pas une Donc, réflexion stupide dans le sens ce qui était pas où une réflexion stupide. Historiquement, quand les taux ont monté, les actions se sont pété la gueule. Enfin, forcément, puisque effectivement, si tu montes les taux directeurs, donc tu as ton rendement obligataire qui augmente, donc tu dois te retrouver avec des obligations américaines qui vont te rapporter par exemple 5%, 6% par an. Actuellement, on est à 4,6, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Forcément, tu vas faire un arbitrage entre cet investissement obligataire qui est considéré quand même comme peu risqué, qui va te rapporter quasi 5%, et des actions qui parfois peuvent performer moins si tu as misé sur les mauvais Si les chevaux. conditions ne le Voilà. permettent pas. Après, on va pas se mentir, le SP500 sur l'année 2023 a été tiré en particulier par cette valeur, donc Magnificent Seven. Enfin, bref, c'est Donc quelques c'est les actions 7 qui sont très, magnifiques. finalement, ouais, c'est ça, les 7 magnifiques, c'est les méga capitalisations technologiques américaines. Et si on enlève du coup la performance de ces 7 pardon, actions du SP500, on se retrouve avec une année à peu près à 0%, quoi. Donc vraiment, ça tient à très peu de choses, quoi, ce bull run qu'on a eu sur l'année 2023. Mais c'est déjà assez exceptionnel qu'il ait eu lieu, parce que c'est vrai, comme on disait, Ouais, historiquement, le c'est vrai marché que aurait pas dû réagir comme ça. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que ces valeurs-là aient surperformé? Bon, il y a plein de choses, hein, l'avènement de l'intelligence artificielle. notamment, hein, Euh, c'est aussi le fait, je pense qu'au niveau de la hausse des taux, justement, les intervenants, ils se sont du coup renfermés sur des méga capitalisations. Et ça, c'est vraiment important, je pense, de le noter. Parce que les intervenants, le cash devient de plus en plus rare, parce qu'il n'y a plus de crédit. Donc les intervenants, ils cherchent quoi? Ils cherchent des boîtes rentables et des boîtes qui sont déjà hyper installées. Ils n'ont pas envie d'investir dans une startup qui va forcément demander énormément de capital et peu de rentabilité au début. Et le capital, justement, il coûte très très cher. Donc en fait, ils se réfugient tous sur ces méga capitalisations très rentables. Et surtout là, en plus, on a eu toute la narrative intelligence artificielle avec ChatGPT qui est sorti l'année dernière et qui a mis une claque à un petit peu tout le monde. Donc tous ces éléments ont fait que cette action ont incroyablement performé. Et du coup, c'est ont vrai que quand tiré on voit la clairement le courbe de SP500 vers le haut. Nvidia, on se demande Ah, pourquoi c'est hallucinant, hein. pourquoi on a C'est un acheté truc autre de chose. dingue, hein. Nvidia, c'est vraiment un truc de fou pour le coup. Surtout pour moi, enfin comme pour toi, hein, qui sommes dans l'informatique enfin dans l'informatique, en tout cas Ouais, qui nous intéressons au sujet ouais, informatique dans sa on globalité. s'intéresse au sujet, ouais. Voilà, mes premières cartes graphiques, c'était dans les années 90, et ouais, franchement, tu vois la courbe, tu fais pff, Ouais, merde, ouais, c'est un truc de fou, hein. merde, Bah ouais, c'est. Mais là, tout c'est ça pas sous mes tant des. yeux. Enfin, Non, là non, pour c'est le pas coup, que je les suis cartes pas assez graphiques, hein, mais spécialiste, mais ouais, c'est surtout des processeurs, je suppose, pour l'intelligence artificielle pour faire tourner tout ça, non? alors oui, avec un Nvidia qui quand même développe des technologies qu'ils intègrent, même pour les jeux vidéo, à leur GPU, donc tu peux avoir des cartes graphiques qui sont plus performantes que celles de la concurrence parce qu'il y a certains algorithmes qui font appel à de l'intelligence artificielle. Bon, on n'est pas vraiment Hmm. des spécialistes du genre, mais c'est vrai que quand tu vois le développement de l'entreprise, et tout ça a été sous nos yeux, et j'ai jamais mis une bille, alors que j'ai des cartes Nvidia dans mes PC depuis 1995, on va dire, tu fais bon. Euh, voilà, comme quoi Ouais. le sentiment de Mais rater le moi, train. ce que je trouve assez ouf, c'est que, enfin, non, en fait, c'est assez logique, mais en même temps, c'est assez intéressant. C'est que Nvidia, c'est elle qui a un peu raflé la mise dans ce grand bull run mené par l'intelligence artificielle. Mais pour autant, Google, à côté, c'est ceux qui investissent le plus lourdement et depuis des décennies sur l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment ceux qui ont le plus investi en termes d'argent dans l'intelligence artificielle. Et c'est pas eux qui en ont le plus profité au final. Ouais, Et ça, alors, je trouve ça vraiment intéressant. Je sais pas ce que tu en penses de ce côté-là. mais je sais pas si Google, alors là récemment avec Bard, ils commencent un peu à parler de l'intelligence artificielle. Je sais pas s'ils le développaient en interne, s'ils ont, tu vois, Nvidia, ils ont une communication vraiment très agressive sur l'intelligence Ouais, artificielle, donc ça crée une sorte ouais, de complètement. hype, et les gens sont vraiment, alors en plus Nvidia, ils savent hein, faire des belles vidéos, presque Oui, oui, des ouais, trailers j'avoue de qu'ils leurs sont bons produits. là-dedans. Google, ils ont pas du tout la même stratégie sur leur intelligence artificielle. Alors maintenant, avec les Pixel Phone, tu peux y avoir accès, donc tu vois ce que ça fait. Mais j'ai l'impression qu'ils l'utilisent plus en interne pour améliorer leurs Non, mais produits ouais, pour ouais, l'instant, tu c'est vois. ça. Plus en interne, peut-être. Mais, Parce que mais l'intelligence artificielle, chez Google, il y en a eu depuis très longtemps. Enfin, je ah prends un oui, oui, ils exemple l'ont. très bête, mais l'algorithme YouTube qui te recommande des vidéos, c'est très clairement une utilisation de l'intelligence artificielle qui date depuis des années et des années. Mais c'est vrai que c'est pas aussi prononcé que Nvidia, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est vrai. Ils s'en servent pour bâtir petit à petit et améliorer leurs produits. Après, et ils n'ont pas une communication aussi agressive qu'NVIDIA. Après, on en est encore qu'au début de ce cycle de l'intelligence artificielle, qui, à mon avis, sera peut-être un peu plus performant que le cycle de la réalité virtuelle.
Quoique Ouais, tu es le premier ce défenseur petit du flop. CAC, le vision d'Apple, on en Oui, reparlera peut-être éventuellement. bah, ça, on en reparlera Voilà. peut-être parce que là, Euh, on on s'éloigne un petit peu du on s'égare sujet. complètement. C'est vrai qu'on en est arrivé là, Bah, on se mais permet, ouais. on se permet parce que c'est voilà, le format. Puis les gens aiment les digressions en podcast. Ouais, Le but n'est pas d'être chiant, mais voilà, on en était là parce qu'on disait effectivement que le marché avait étonnamment bien fonctionné pendant cette année 2023, en nonobstant 2023, ouais. la hausse des taux par les banques centrales. Hausse des taux qui est arrivée, comme tu le disais, sur un plateau, et le marché est en train de pricer, ou en tout cas d'anticiper une éventuelle réduction pour fin Déjà d'année une baisse des 2024. taux, ouais. Ouais. Ouais, deuxième semestre 2024, ça devrait être fait et c'est pricé dans la plupart des pays, à part le Japon. Oui, On y bah alors le reviendra peut-être un Japon, jour au Japon, mais eux, ils ont une politique monétaire très très particulière, quoi. j'allais dire débile, mais en fait, ouais, le Japon, C'est c'est un un peu autre mon mot, dada. mais C'est un peu bah, mon en dada, fait, mais le pays est tellement endetté que c'est très compliqué, quoi, en le fait. Japon et l'économie, c'est une catastrophe, mais on en reparlera, hein, parce qu'il y a eu la Bon, bulle on en immobilière. reparlera. Je pense Il y a il un y a épisode à faire. un podcast entier à faire sur le Japon, quoi. Ouais, parce que voilà, la bulle immobilière japonaise, tout ça, tout ça. Donc ça, effectivement, la banque du Japon avait une politique monétaire très particulière qu'elle vient à peine d'assouplir, mais vraiment à rebours de toutes les autres, et De durcir plutôt. de durcir, pardon, ouais. Ouais. Oui, oui, parce qu'ils étaient justement très souples et ils refusaient Ouais, très d'augmenter. souple Voilà, ouais. et ils refusent d'augmenter les taux, ouais, c'est ça. Donc Et là, donc ils là, ont mis mais une petite marche hein, par rapport au reste des banquiers centraux. c'est C'est ridicule. vraiment un tatillon, quoi. Ouais, c'est vraiment ridicule. Mais alors c'est toute voilà, c'est tout japonais, c'est-à-dire que bon, ils y vont progressivement. C'est vraiment un pays à part. Tous les autres pays, grosso modo, ont suivi ce que fait la Fed. De toute façon, t'as pas trop le choix, vu que le dollar dicte un petit peu tout. Et quand tu vois la santé du yen, qui justement est corrélée avec le fait que les gens vont acheter du dollar, faire monter le dollar, et donc le yen en pâtit. Revenons. C'est un sujet à part. Ah voilà, c'est un sujet à part, mais c'est vraiment intéressant, donc on en reparlera. Je pense qu'on a trouvé déjà un deuxième sujet de podcast. Est-ce qu'on est face à un vrai tournant monétaire d'après toi, ou est-ce que la hausse des taux reste possible? Parce qu'on a entendu ça aussi, c'est peut-être pas terminé. Attention, Bah, alors. en fait, les banquiers centraux mettent des grands warnings sur le fait que, parce que du coup, je vous disais que le marché actuellement, il price une baisse des taux second semestre de l'année 2024. Mais les banquiers centraux, en fait, ils sont un peu en position de, bah, nous, on va pas faire baisser les taux, mais en même temps, ils le disent, mais on sent bien qu'on arrive à la fin. Ils ont quand même fait une pause actuellement, donc on arrive sur la fin de ce cycle de resserrement monétaire. Ça fait poser la question de pourquoi les banquiers centraux, finalement, ils gardent ce discours de oh, une hausse des taux reste possible, faites attention, nanana. Bah, en fait, si les banquiers centraux, là, ils disent ouais, bientôt on va baisser les taux, vous inquiétez pas, ça arrive. Bah, les gens, ils vont se ruer sur l'achat d'obligataires, parce que bah, les obligations vont s'évaluer s'ils baissent les taux directeurs. Et si les gens achètent de l'obligataire, alors le rendement obligataire est, ça fait que bah, les conditions financières, les conditions monétaires sont plus souples, l'accès au crédit il est plus facile, et un accès au crédit plus facile, ça risque de raviver quoi? L'inflation. Donc les banquiers centraux, ils peuvent pas avoir ce discours de on va baisser les taux bientôt car l'inflation est terminée. Ils ne peuvent pas mener ce discours parce que sinon ils vont malgré eux assouplir les conditions financières et donc prendre le risque de raviver l'inflation. Mais voilà, ils sont un peu dans ce double discours finalement. En fait, t'es en train de dire que le boulot des banquiers centraux est de systématiquement mentir aux gens pour faire exactement l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Bah, en fait, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que ils sont un peu dans une position d'échec et mat. Ils peuvent pas dire, et de toute façon, enfin, c'est pas infondé. Peut-être que l'inflation va revenir d'ici peu, notamment à cause de tensions sous-jacentes sur l'énergie Oui, 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 tout à fait. Non, mais je et trollais, hein, mais c'est des vrai tensions qu'ils commerciaux. Ouais, je sais que tu trollais, hein, mais ils sont dans une position qui est. Ils n'ont pas de marge de manœuvre. ils C'est-à-dire, sont dans une comme tu position, dis, ouais, ils sont ils dans peuvent, une position vraiment délicate, quoi. ils peuvent pas dire à tout le monde c'est fini, parce que sinon ils se tirent une balle dans le pied en annulant tous les efforts importants qu'ils ont faits. Et en même temps, ils peuvent Et pas sur... faire peur au marché non plus inutilement. Donc en fait, le but c'est de dire attention, ouais, c'est attention, peut-être ça pas reste possible. fini. Voilà, on attend. On a bien joué pour l'instant, donc vous réjouissez pas trop vite. Ce qui Et est puis, en vrai, ça se comprend. Ça se comprend. et surtout, on a encore quelques risques d'inflation. Donc, comme je disais, à cause des tensions géopolitiques, donc je pense au conflit israélo-palestinien ou au conflit Ukraine-Russie, tout ça, c'est des conflits qui pèsent notamment sur le prix de l'énergie. Et en plus, on a, nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, on a eu bah, les fameuses subventions concernant l'énergie. Le Et bah, bouclier ouais, énergétique. le Hmm. bouclier énergétique en France. Et il me semble qu'il y a pas mal d'autres pays d'Europe qui avaient un système un petit peu similaire.
Et c'est bientôt la fin de ce bouclier énergétique. C'est déjà la fin ou c'est bientôt la fin de ce bouclier Il énergétique? me semble que Enfin, ça arrive à en tout la cas, ça va arriver progressivement à normalement, la c'est fin, moi de hein. ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est en discussion, mais normalement d'ici 2024, ça devrait prendre fin parce que ça commence à coûter cher cette affaire. Je crois que j'avais lu Et 85 milliards d'euros ouais, non, mais enfin, c'est ça incroyable, coûte hein. une fortune, hein, c'est un truc de dingue. Donc voilà, là, on a aussi donc ce risque énergétique qui risque de peser sur l'inflation, ça peut raviver l'inflation. On a aussi les tensions commerciales, hein, je pense à la Chine, enfin un petit peu ce bloc entre le G7 et les BRICS qui est en train de se dissocier, quelques tensions commerciales entre la Chine, les USA, entre le Brésil, l'Argentine plus récemment. Enfin bref, tout ce qu'on peut lire récemment en termes d'informations sur le commerce international finalement. Et dernière chose qui pourrait raviver l'inflation, on a la croissance des salaires. Bon, vous connaissez potentiellement le La fameux boucle, risque de boucle, ouais, mmh. la boucle prix-salaire. Les salaires augmentent, donc les prix augmentent parce que faut payer ses salaires. Et en conséquence, les gens, ils n'arrivent plus à payer ces nouveaux prix et du coup, ils demandent une augmentation de salaire. Et ça maintient un peu ce cycle. Donc la croissance des salaires en Europe, là, sur le début d'année 2023, elle est à 4,9, entre 4,9 et 4,6%. Donc c'est assez élevé, et c'est quelque chose aussi qui pèse sur l'inflation des services. On a ces trois risques-là. Encore une fois, les banquiers centraux, c'est pas infondé qu'il y a un vrai risque que l'inflation revienne et ils n'ont pas envie de couper les taux trop tôt. Et ils ne peuvent évidemment pas tenir un discours trop la baisse des taux, ça arrive demain parce que sinon tout le monde va se ruer sur l'obligataire et ça va assouplir les conditions financières, quoi. Et pour en revenir au checkmate dont on parlait, effectivement, il y a ça, c'est l'un des aspects. L'autre aspect, c'est s'ils augmentent les taux, au bout d'un moment, ça va finir par poser problème. Ça va finir par poser problème À vrai à. dire, ça pose déjà problème, mais c'est gérable. Donc, ça a déjà posé deux problèmes récemment. Donc, septembre 2021, il y a eu quelques problèmes sur la Banque d'Angleterre. Enfin, en Angleterre, il y a eu des problèmes donc, parce qu'il y avait eu des tensions sur l'obligataire. Il y avait eu des idées, des nouvelles initiatives fiscales qui n'avaient pas du tout plu au marché. Et le rendement obligataire s'était envolé et ça avait fait courir un gros risque sur les fonds de pension. Donc, ce qu'avait fait la Banque d'Angleterre dans ce cas-là, c'est juste été de revenir en arrière sur ces mesures fiscales et le marché s'est calmé. Et on a eu aussi SVB, la Silicon Valley Bank, qui est tombée en début d'année 2023 et qui avait fait quand même un petit peu suer tout le monde. Ouais, ouais. Mais pareil, en fait, ils ont réussi à trouver une solution sans pour autant, enfin une solution entre énormes guillemets, c'est juste cacher le problème, on va dire, mais ils ont réussi à calmer les marchés sans pour autant baisser les taux. Les tensions se ressentent déjà. C'est vrai que c'était des banques qui avaient massivement investi, enfin qui étaient un peu surexposées, on va Sur des dire, obligations. sur des Ouais. obligations. Un petit peu surexposé, ouais. Ouais, un petit peu surexposé, ouais. Donc à une gestion du risque qui était extrêmement saine. On va peut-être rappeler un petit peu Ouais. pourquoi ça pose problème qu'ils aient été surexposés aux C'est-à-dire qu'en fait, obligations dernièrement. le problème, c'est vrai que déjà, pour en revenir sur le contexte, encore une fois à la banque, personne ne pensait que les taux pouvaient baisser autant. Et donc, on s'est même retrouvé avec des taux négatifs. C'était prévu nulle part. Personne, au début, dans ces contrats, avait marqué que les taux allaient être négatifs à un moment. Parce que tu imagines, si tu fais du crédit adossé à un taux, ce qui se faisait souvent avec des sociétés, tu te retrouves à verser de l'argent à ton client à un moment donné, si le taux il devient négatif. Enfin, c'était aberrant. Donc, déjà, intellectuellement, ça avait posé des problèmes que personne n'avait anticipés. Bref, forcément, du coup, et certaines banques, des achats massifs d'obligations, et se sont surexposés gravement à des obligations qui, franchement, ne rapportaient pas grand-chose à l'époque. Non, mais c'était safe et de toute façon, c'était de l'argent qui dormait, donc autant qu'ils ramènent ce Voilà, petit quelque chose à la banque, quoi. c'est ça. Et puis, le problème, c'est que quand les taux montent beaucoup, le problème, c'est quoi? Les obligations déjà émises, qui ne Bah, payent rien, valent elles encore valent moins. que dalle. Et Ouais, elles valent donc, que dalle. plus personne ne veut te les racheter. Et quand tu es une banque et que pour X ou Y raison, un client te demande je veux mon pognon, eh ben, il faut que tu aies de la liquidité. Et ta liquidité, si tu as mis toute ta trésor dans des obligations que personne ne veut, tu peux pas les vendre. Donc, tu n'as pas de liquidité. Et donc, ça commence. Tu peux les vendre, mais elles valent que dalle, donc... Ouais, oui, elle va la couler parce que si tu les vends avant le terme, tu vas en sortir rien du tout. Et le problème, c'est que les gens. Alors après, c'est un phénomène assez de bank run classique qui a eu lieu finalement. C'est que Ah oui, complètement. les gens voulaient retirer leur argent, les banques n'arrivaient pas à vendre leurs obligations qui ne valaient plus grand-chose et donc, enfin, qui ne rapportaient déjà pas grand-chose et dont plus personne ne voulait. Et forcément, on s'est retrouvé avec un problème de liquidité et une panique bancaire, alors qu'elle était contrôlée assez. En fait, on a changé les règles du jeu, on a dit bon, on va sauver tout le monde, c'est très bien, sauf Ouais. les actionnaires. Ouais, J'ai il y l'impression. a des actionnaires de la Silicon Valley Bank. Ouais, mais bon, après, c'est les règles du jeu, hein. T'es investisseur Voilà, dans une banque. t'es investisseur, t'es Surtout que c'était investisseur. une banque
enfin, faut rappeler aussi que la SVB, c'était une banque qui était très concentrée sur des startups de la Silicon Valley, Oui, donc oui, des c'était entreprises qui sont de risque. facto très dépendantes de l'accès au capital. Donc, bah, si t'es actionnaire de ça, pour moi, on n'a pas à te sauver. Enfin, Ah non, non, mais c'est complètement, ça, je suis d'accord. un capitalisme, le capitalisme vis-à-vis, quoi, si tu veux. Oui, oui, Donc, surtout que effectivement, c'est des secteurs qui peuvent exploser à la hausse, donc c'est bah normal que ouais, tu on puisses sait prendre que le c'est des risque secteurs inverse. risqués. Voilà, C'est ça, tout à si fait. t'es actionnaire de ce type de banque, bah, c'est toi qui prends ce risque, quoi. Mais effectivement, ce qui s'est passé, c'est que la panique bancaire a été régulée assez vite avec les États-Unis qui ont dit on va mettre un filet de sauvetage pour tout le monde. Donc tous les Ouais. déposants finalement vont retrouver leur argent. De toute façon, comme ça, on imprime de l'argent un peu comme on veut. C'est pas très grave s'il manque Alors, quelques milliards par-ci par-là. Tu peux en refiler à tous les clients. Non, mais franchement, ça, je m'attendais à ce que la panique soit un petit peu plus importante. Et comme c'était des banques qui étaient quand même des banques de niche, hein, ouais, en fait, finalement. c'est ça. C'était pas, ça aurait pas été la même chanson si Goldman Sachs t'annonce la même chose demain, quoi. Non, mais ouais, après, C'est c'est vrai que ça. la taille des établissements aussi est pas la Pas la même, mais taille, et puis c'est vrai que c'est un ça secteur, s'adressait ouais. pas. Ouais, c'est un secteur, c'est un public différent, donc t'as pas la même traînée de poudre que si par exemple, Bah, t'as Wells demain, Fargo, Goldman Sachs voilà, qui te ou dit, ce genre avec de tous les banque retails qui. qui peuvent pas récupérer leur argent, là, c'était des sociétés qui avaient placé leur trésor chez SVB, par exemple, qui avaient plus accès. Bon, donc effectivement, ça a été contrôlé. On s'en est sorti avec, on va dire, un moindre mal sur ces petites faillites bancaires un peu de Hmm. niche. Ensuite, donc ça c'est quand même un risque Mais de la hausse des il faut taux. quand même noter que dans ces deux problèmes, donc qu'on va appeler des crises de liquidité, la banque a eu, enfin dans les deux cas, la banque d'Angleterre et la banque fédérale américaine ont eu le temps de se retourner et de trouver une solution relativement facilement. Oui, oui, c'est Le vrai. problème n'était pas non plus, enfin si la solution a été trouvée aussi facilement et que ce n'était pas aussi problématique que ça, c'est que bah, Bah, c'était pas d'importance systémique quoi finalement. voilà, oui, oui, mais Du coup, ils pouvaient faire un choix, alors que s'il y a un vrai problème, bah, je pense typiquement à la crise de 2008, là, bah, c'est un peu plus compliqué, quoi. oui, oui, là, ils avaient une marge de Enfin, effectivement, ça coûtait pas Ouais, si c'est ça, cher une de marge de sauver, en manœuvre, fait. c'est exactement ça. Tu mettais pas en péril le pays en acceptant de sauver les déposants de ces Puis, banques-là. puis prendre le risque qu'une banque fasse faillite comme ça, donc c'est-à-dire, oui, on peut critiquer la Fed sur l'agissement de sauver les déposants, etc. Mais le fait étant que si tu laisses une banque faire faillite et qu'il y a des déposants qui se retrouvent à la rue, en économie, tout est lié. Donc bah, ça peut très très vite avoir une traînée de poudre beaucoup plus importante Oui, que c'était prévu, du, quoi. c'était du damage control, enfin, très clairement. Ouais, ouais, complètement, complètement, en fait. Ils ont juste essayé de limiter la casse et on s'en est sorti sans trop d'accro, quoi. Du coup, ça, c'est l'un des trucs qui peut se passer si on continue d'augmenter les taux, et il peut y avoir ce genre de soucis. Il peut y avoir aussi des entreprises qui font faillite parce qu'elles ont plus accès au crédit ou parce qu'elles n'arrivent plus. Et il peut y avoir ça, il peut y avoir des ménages qui arrivent plus, enfin, qui arrivent plus à payer leurs dettes non plus. Alors en France, Ouais. les taux variables en immobilier Ouais, c'est vrai que existent nous, pas, donc on est assez à on l'abri se de rend ça. pas, Mais c'est vrai qu'on se rend vraiment pas compte. L'Europe veut changer ça d'ailleurs, hein. L'Union européenne veut que la France arrête avec les taux fixes. J'en avais parlé dans un article il y a un moment pour Journal du Coin d'ailleurs. ah, très, Mais très très l'Union bon journal, européenne, on le ouais, nous, conseille. c'est vrai on y pense même pas. Ouais, très très bon journal au demeurant. Mais c'est vrai que nous, en tant que Français, on n'y pense pas trop au taux variable, taux fixe, parce que la question se pose pas, mais On est c'est une un sorte vrai de problème bulle un petit peu, enfin pour les États-Unis. d'Eldorado du taux fixe, parce qu'il y a Ah quand ouais, même peu de pays hein, de- qui font du taux ah fixe. bah, en vrai, je peux pas t'en citer d'autres. Ouais, voilà, c'est ça. Sur Ça l'immobilier, existe, hein, mais à 20-25 ans, pouvoir s'endetter avec un taux fixe, c'est quand même une particularité franco-française. Les Espagnols n'ont pas et eu en cette chance plus, en 2008, par exemple. ouais. Et en plus, non seulement c'est taux fixe, mais en plus, si jamais les taux baissent entre-temps, tu peux refinancer ton prêt, hein. C'est Oui, quand oui, même un c'est truc vrai, de hein, fou, hein. tu peux Donc, là, bah, c'est quand même un énorme avantage, hein. c'est ce que je souhaite aux gens qui arrivent encore à acheter maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, si les taux baissent demain comme prévu par Ouais, le marché, ton taux à 6 avec la marge de la banque, tu vas pouvoir te le refinancer à 4, puis à 2, puis en fait, tu peux, même si ça te coûte un peu à chaque fois en frais de dossier, tu gagnes de l'argent long ah terme. ouais, Donc, bah ouais, clairement. très concrètement, ouais, faut vraiment pas hésiter à négocier ça Oui, c'est avec une votre banque, astuce, quoi. hein, renégocier vos prêts, quitte à changer de banque, hein, mais ça vaut vraiment le coup. Ouais, quitte à changer de banque, parce que la banque, elle voudra pas vous voir partir, de toute façon, elle préférera refinancer votre prix que de vous voir partir, donc, votre prêt, pardon. Ouais, tout à fait. On a aussi, justement aux États-Unis, on a un peu le problème inverse, c'est-à-dire que tu as la charge de la dette aussi qui augmente. On est d'accord. De la Bah oui, dette, bien sûr, et si les taux sont variables, bah tu payes un jour tes mensualités, disons 1000 balles.
Et bah, si les taux, ils ont doublé entre-temps, bah, tu les payes 2000 balles, quoi. T'achètes, bah, là, tu disais ton client qui achète son bien, je sais plus combien, 37 9 000 du millions. mètre carré. Non, mais voilà, si t'imagines que si les taux ils doublent entre-temps, tu te fais Ouais. allumer d'un coup en mensualité, quoi, sur ce genre de somme. Mais même pour des sommes plus raisonnables, hein, si vous payez le crédit de votre maison 600 balles et d'un coup ça passe à 1200, ça va faire tout drôle quand même. Ça va faire tout drôle. Et puis, effectivement, Ouais. comme les gens en face peuvent acheter peut-être moins parce que comme les taux ont monté, ils s'endettent moins facilement, ça va en plus, donc tu peux vendre ton bien moins cher que ce que tu l'as acheté. Mm. Bon, donc effectivement, la hausse des taux reste possible d'après les banques centrales, mais il y a quand même... Alors, effectivement, il y a tout ce contexte géopolitique que ni toi, ni moi, ni personne ne maîtrisons, et on peut pas se prononcer. Ouais, Après, bah c'est très très compliqué, ouais. je pense qu'effectivement, le scénario le plus probable, c'est que s'il se passe pas de dinguerie particulière, on va pas remonter les taux pour remonter les taux alors que l'inflation est en train de baisser. Non, après leur objectif d'inflation, il est encore, enfin, à la fois très proche par rapport à ce que ça a été, mais à la fois très loin. C'est-à-dire que Et là, est-ce leur que c'est pas objectif, la du fin le coup, plus ce qui dur, nous justement? martèle, c'est 2%. Bah si, justement, en fait, bah, encore une fois, j'ai écrit un article sur le sujet, mais le chemin de 3 à 2% est beaucoup plus compliqué que le chemin de 5 à 4%, par exemple. C'est infiniment plus difficile et ça coûte infiniment plus cher à l'économie, que ce soit en termes de chômage ou en termes de croissance. Et est-ce que du coup, est-ce que c'est un problème? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent se dire, bon, finalement, 3 c'est pas mal, on va le laisser à 3? Ou est-ce que... Bah, moi, je pense que ouais, l'objectif d'inflation finira par être modifié. Moi, c'est à Ouais. 3% parce que, bah, de toute façon, comme dirait l'autre, ça mange pas de pain. Personne va vraiment en parler, ça va vraiment pas faire débat dans l'opinion publique ou quoi que ce soit. Donc, ils ont très peu d'intérêt à vouloir forcer, à potentiellement créer une crise, une récession, plus du chômage à tire-larigot, alors que bah, ils pourraient juste augmenter l'objectif d'inflation à 3%. Honnêtement, pas grand monde y penserait, et puis ce serait comme ça, quoi. Oui, et puis Moi, surtout, je pense que, bah, surtout, enfin, même plus logiquement, si on regarde toutes les prévisions du marché, les prévisions d'à peu près tout le monde, les taux vont baisser en deuxième semestre 2023. L'inflation devrait revenir à son objectif de 2% en fin 2025. Donc, s'ils baissent les taux avant que l'inflation ait atteint son objectif, c'est quelque part que bah, ils ont un peu abandonné, quoi, à mon sens. À mon sens. Moi, c'est ce que je ressens, quoi. alors, ils pourraient dire, oui, mais on les baisse, mais on les maintient au-dessus. Enfin, tu maintiens Ouais, ils un peuvent taux les maintenir assez élevés, mais du sorte déjà que ça les va baisser. tasser l'inflation quand même. Après, c'est vrai que ça va prendre plus de temps. Et puis, comme tu dis, et qui va, alors qu'on a connu une inflation quasi à 8. Alors après, on va pas entrer dans le débat de comment on calcule l'inflation, parce que je pense que je resterai pas poli. Ouais, c'est un débat, effectivement. Voilà. Donc, on s'en tient aux chiffres pour l'instant. On pourra en reparler si vous voulez, mais c'est vrai qu'on a eu des pépites sur vous inquiétez pas, tout va bien avec l'inflation quand on enlève l'immobilier, tout ce que vous bouffez et l'énergie, quoi. Ouais, en gros, c'est à peu près ça, quoi. Donc, forcément. Mais c'est vrai que quand tu as eu une population qui a connu une inflation forte, est-ce qu'elle va se rebeller parce que tu vas maintenir une Non. inflation à 3% à la place de 10 plutôt que 2? Je pense pas vraiment. Comme tu as raison, c'est pas là-dessus que les gens vont vraiment. Bah, bah, en fait, à la fois, c'est négligeable, mais à la fois, c'est quand même assez énorme. C'est-à-dire que c'est quand même, à terme, modifier l'objectif d'inflation de 2 à 3%, à terme, c'est un énorme poids sur le pouvoir d'achat. Ça se ressent pas tant que ça, Ah, sur mais 10 ans, c'est quand bah, même c'est facile, hein. Sur 10 sur ans, 10 ans, ça te fait 30%. ça baisse quand même bien le pouvoir d'achat. Bah ouais, hein. Donc Donc, 30% au lieu de 20%, puisque euh, même si la BCE te dit, vous inquiétez pas, ouais. l'inflation à 2%, c'est fait pour que vos euros de demain valent ceux d'aujourd'hui, ce qui est un non-sens, puisque à Ouais. partir du moment où tu as de l'inflation... C'est dans le nom. C'est dans le titre, en fait. Bon, enfin bref. Mais les Pas de mecs te débat. regardent dans les yeux en disant, c'est pour ça, hein, l'objectif de l'inflation à 2%, c'est pour que votre argent, il va être pareil demain qu'aujourd'hui. Alors, non, mais c'est vrai que avec non, mais avec un objectif d'inflation effectivement plus élevé, tu t'éloignes et la courbe, elle est, on va pas en parler, on va pas parler de l'Argentine, hein, mais c'est vrai que forcément plus tu t'éloignes du zéro et plus tu vas vite perdre en pouvoir d'achat. Néanmoins, je pense que C'est sûr. comme on disait, comme c'est tellement difficile après entre les 3 et 2%, que soit ça va se corriger tout doucement, soit et en fait ils vont s'en contenter, ça se trouve ils vont même pas changer enfin ils vont les changer de Bah, ou manière bien si ça officieuse, se tu trouve, vois. ça va un peu osciller entre 2 ou 3%. Enfin, voilà, après, ça reste une possibilité aussi. Après, c'est déjà un effort extrême d'avoir fait baisser l'inflation de 9 à 3%. Et alors, Pour l'économie, ça a quand même déjà pas mal coûté, même si on s'en rend pas forcément compte, parce que le chômage n'a pas non plus explosé. Mais niveau pouvoir d'achat, les citoyens ressentent, quoi. Donc, oui, tout le monde, et même nous, aussi, il y hein. a un vrai problème. Il y a un vrai problème aussi d'accès au logement. Enfin, je pense en France, là, le fait que les taux soient Non. aussi élevés, c'est vraiment très compliqué de pouvoir acheter, quoi. À moins qu'il y ait un apport énorme. Mais,
Mais sinon, acheter en France aujourd'hui, Ah bah c'est quand là, même même, très très compliqué, c'est quoi. vrai que acheter, on disait primo-accédant à Paris, c'est toujours compliqué, mais même maintenant dans n'importe quelle grande ville française, Ouais, si n'importe quelle tu grande sors ville, de hein, ton école avec ton petit ou ta fac avec ton petit master, hmm, tu trouves ton très très premier, compliqué, hein. tu trouves ton premier travail, ce qui est un bon point. C'est pas pour ça que tu vas pouvoir acheter ton premier appart tout de suite, quoi. Sauf Ah ouais, très effectivement à clairement, part donation familiale ou ce genre de choses, ouais, ou ce genre héritage, de mais choses. ah, c'est vrai que si t'as pas un gros apport, ça risque d'être compliqué. Si. Alors, Ça pose un problème plus large en plus, l'accès au logement, parce que du coup, bah, ça veut dire que les gens ne font peut-être pas d'enfants aussi, ça cause un problème démographique, surtout qu'en France, notre système des retraites est particulier. Mais vous voyez où je veux en venir, quoi. La démographie, c'est un autre problème causé un petit peu indirectement par le manque d'accès au logement, quoi. oui, tout à fait. Et puis effectivement, les gens vivent dans des logements aussi de plus en plus petits, où tu peux pas te permettre d'avoir Ouais, forcément 6 enfants, des comme quand tu enfants, étais dans ouais, non, ton c'est clair. logement bourgeois, de ton appartement haussmannien. Ouais, ouais, c'est Tu vois? clair. Donc c'est sûr que quand tout ce que tu peux te payer à 40 ans, c'est un 45 mètres carrés dans une grande ville, Paris ou pas, hein, parce que les salaires sont pas forcément les mêmes non plus, ça, effectivement, ça Hmm. pose un problème. Mais alors, est-ce que tu penses, vu qu'on a un petit peu décrit donc, ce qui s'était passé, pourquoi ça s'est passé, où on en est aujourd'hui, est-ce qu'on n'envisagerait pas un petit peu demain? Parce que la logique si on en revient au marché financier qui nous intéresse, le marché des cryptos un peu pour moi, le marché des actions pour toi, qui sont des actifs risqués d'une part et d'autre, normalement, si les taux baissent, est-ce que ça va vouloir dire que les marchés vont repartir? Est-ce que ça veut dire qu'on va se remettre à imprimer de l'argent? Est-ce qu'on est dans une phase transitoire? Alors là, on voit bien hein, qu'on est dans une phase transitoire. La question, Ouais, c'est... là, typiquement, on est vraiment dans un plan vraiment décisif durant ces dernières années. Est-ce que les marchés vont repartir? Bah, la question est si large, en fait. Déjà, ça dépendra de l'inflation et des taux, comme tu l'as dit, c'est notre premier maître mot, on va dire. Et ensuite, on va avoir. Ouais, c'est vrai que, Je sais pardon, pas, je je te sais pas pose un comment peu un dire. piège, hein, Vas-y, vas-y. mais quand je dis ça, c'est la question, elle est issue du fait que je vois beaucoup sur les forums économiques ou même un peu sur les réseaux sociaux, des gens qui disent, alors qu'on est encore dans cet état d'incertitude, c'est le bull run, alors pour les cryptos notamment, hein, Ouais, bon, ça va ouais, repartir, tout explose, ouais, ouais, magie, je pense que fois 100. là, typiquement, je pense que c'est un petit peu tôt pour Voilà, crier victoire, hein. c'était ça un peu Parce que l'idée de la question, c'est pour... Ouais, vas-y, vas-y. puis il y a aussi, du coup, le fait que là, actuellement, du coup, comme je t'ai dit, les intervenants, ils price une baisse des taux sur la seconde partie de l'année 2024. Ouais. Puis, on est en milieu 2024, l'inflation a, on va dire, un petit peu augmenté, rien de dramatique, on est toujours autour de 3,3%. Et les banquiers centraux ne décident de ne pas baisser les taux, mais juste les maintenir à ce niveau-là, donc qui est déjà un niveau suffisamment restrictif. À ce moment-là, les marchés vont repricer le fait que les taux ne vont pas baisser si rapidement que prévu. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui peut peser sur les actifs à risque, que ce soit crypto ou actions. C'est quelque chose qui peut très largement peser sur les marchés. Oui, c'est déjà Ensuite, qu'on sait, effectivement, déjà qu'on sait jamais vas-y, vas-y. vraiment de quoi demain va être fait, c'est plus compliqué actuellement d'avoir des certitudes, parce qu'on voit bien qu'on est sur, comme tu dis, il peut se passer tout, finalement. Ouais, il peut vraiment tout se passer. Surtout en Et, plus, on a aussi l'ajout de la géopolitique qui est extrêmement ah ouais, difficile à prévoir, enfin ah qui bah est même là, quasiment impossible, imprévisible, hein, impossible. même Ouais. pour le coup. Et enfin même Goldman Sachs n'a pas idée de ce que va faire, de ce que va donner le conflit israélo-palestinien demain. Vous voyez, donc Oui, d'ailleurs, un peu comme nous, ils en ont c'est aucune idée. pas pour dire qu'on est Ils sont Goldman même pires que Sachs, nous à ce niveau-là. Non mais mais je voulais effectivement. surtout souligner que à ce niveau-là, ils n'ont pas d'avantage particulier. Ils en savent rien non plus, quoi. Parce que j'avais sous les Donc yeux le rapport que tu m'as envoyé effectivement de Goldman Sachs sur l'eurozone qui sont sortis le 9 novembre 2023. Eux, ils sont plutôt positifs dans le fait qu'ils pensent effectivement, comme le marché actuellement, comme ce qu'on dit depuis le début, que ça va baisser, l'inflation va baisser, normalement ça devrait bien se passer. Mais comme nous, quand tu lis les conclusions, ils disent attention, il y a des éléments que personne ne maîtrise, c'est la géopolitique notamment par exemple. ouais. Il y a l'énergie Bah, aussi, on en a parlé, mais bah, en fait, ouais. c'est très lié en plus, parce Ah que oui, bah bah, dans le complètement. Moyen-Orient, c'est le pétrole, et enfin, le conflit Ukraine-Russie, ça a été le Le gaz gaz, ouais. notamment. Donc ouais, c'est des choses qui sont très difficilement prévisibles. Après, moi, je reste très partisan du fait que historiquement, quand il y a eu une période de restriction monétaire comme on a actuellement avec une hausse des taux, ça s'est toujours mal terminé. Enfin, c'est pas pour être Ah, oméga super. pessimiste. Eh ben voilà. Et bonne Non soirée mais à tous nos auditeurs.
Non, mais c'est juste très factuel. À chaque fois qu'il y a eu un cycle de resserrement monétaire, à la fin, ça s'est mal terminé, en fait. Enfin, c'est ce que je dis souvent aussi, ça se termine mal à différentes échelles. Je sais que nous, on a vachement enfin, dans la tête l'image de la crise de 2008, qui avait été un enfer complet à base de dettes complètement pourries, et ça avait été un crash des marchés exceptionnel. Il y a des crises qui sont beaucoup moins graves que ça, qui se traduisent juste par une correction assez importante du SP500, entre 20 et 30%, mais c'est pas non plus dramatique, c'est pas avec la violence de la crise de 2008. C'est surtout ça. Quand je dis ça s'est toujours mal terminé, c'est pas forcément un crash de moins 60% sur le SPX. Ça peut juste être une correction de 20, 25, 30%. Ouais, puis là, les banques centrales, alors, c'est plutôt sage ce qu'elles sont en train de faire, dans le sens où elles peuvent pas dégonfler non plus brutalement les taux. Non, complètement, complètement. Là, à ce moment-là, bah, tu ravives l'inflation instantanément, quoi, à mon sens. Donc ouais, effectivement, moi je trouve qu'ils ont assez raison. Là, la question qui se pose surtout, est-ce qu'ils vont continuer de le monter? Parce que là, en fait, ça enverrait tellement un signal négatif. Si là, ils mettaient une pause, et que disons, milieu d'année 2024, ils disent, vas-y, on réaugmente un coup de Bah, ce serait un 25-50 aveu BP. d'échec. Ouais. Ça serait un carnage, hein. Je pense que là, pour le coup, le marché serait super vendeur sur ce genre de nouvelles. Parce que ça serait trop d'inquiétude, parce que là, ils vont repenser récession, pessimisme exacerbé. Et des taux élevés, ça peut aussi, là, encore une fois, c'est un risque très difficile à prévoir. Mais typiquement, une chute comme la SVB a fait, qu'on appelle une crise de liquidité, ça peut arriver aussi très facilement dans une période de taux long. Donc ça, que ce soit la géopolitique ou la dette qui prend un coup, c'est les deux gros problèmes qu'il y a actuellement sur les marchés pour pouvoir être très serein, quoi. Ok. Bon, bah, de toute façon, je pense que on a à peu près dressé le. Il n'est pas question de sortir la boule de cristal, hein, on aurait peut-être pu Non, le non, dire avant, hein, mais évidemment, l'objectif du de toute podcast, façon, personne c'est. ne l'a, hein. Voilà, c'est ça. Tous ceux qui vous disent qu'ils l'ont sont des menteurs, ça, on n'a Ouais, ouais. pas de mal On n'a pas à de doute là-dessus, l'affirmer. pour le coup. Exactement. Le but, c'est de vous expliquer où on en est, de vulgariser un petit peu. De toute façon, si vous voulez aller plus loin, il y a les articles complets, évidemment, sur The Macronomist, sur tous ces sujets-là. Ouais. Voilà, donc forcément, il y a les graphes, forcément, on peut pas vous les présenter. Démonter en audio, ouais. Donc c'est pour ça qu'on se base sur les ouais. graphes dans ce qu'on dit. On n'est pas là en train de dire, ah oui, t'as vu, en 2022, ça avait monté de 0,5 points, parce que qu'est-ce que ce serait chiant. Mais n'hésitez pas à aller lire n'hésitez pas à aller lire les articles, à vous abonner à Ça la sera plus newsletter, simple. voilà, de The Macronomist. Et de toute façon, je pense qu'on en a fini avec ce gros volet sur le pivot de la hausse des taux. Pivot hors note pivot. Voilà, exactement. Pivot hors note pivot, la question reste posée. On reste entière, ouais. La petite cherry on the cake, comme on dit, du podcast, c'était la news débile de l'actualité de ces dernières J'aime bien le nom de cette semaines. rubrique. Voilà, la news débile. Ben, c'est pour terminer avec un petit peu de bonne humeur, maintenant que tu nous as dit que finalement, peut-être que l'avenir sera sombre et que ça allait mal se terminer, comme à chaque fois. Nous, on a nos politiques qui se sont dit... alors, évidemment, c'est une news beaucoup moins sérieuse et qui n'a aucune répercussion. Voilà, exactement. C'est la news second degré de la fin du podcast. C'est cette magnifique prime réparation subventionnée à l'aide de l'argent public, c'est-à-dire le nôtre, le vôtre, chers auditeurs et auditrices, qui est de maintenant, en fait, tout le monde paye pour quand Thierry va vouloir faire repriser ses chaussures. Exactement, aller chez le cordonnier. À péter ses chaussures. Non, mais on en arrive à un truc, c'est incroyable. Je crois la news parle d'elle-même, là, pour le coup. Ouais, non, mais surtout, alors c'est François Langlais qui, pour une fois, avait été très très critique, je crois, en disant qu'on était quand même arrivé au boss final de la gabegie de l'argent public et de ce qu'on pouvait faire de complexe en France, alors que déjà, ce mécanisme n'a pas besoin d'exister. Je vois pas pourquoi moi, une partie de mes impôts paierait les réparations, tu vois, du téléphone de Thierry, du pantalon d'Oussama, ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, moi, j'ai jamais fait tomber j'ai jamais fait tomber un téléphone depuis que j'ai des téléphones, sauf quand j'ai voulu en changer et que mes parents voulaient pas. C'est papa, si tu m'écoutes. Mais voilà, normalement quand tu prends soin de tes affaires, il se passe rien, et si par malheur il y a un truc auquel tu tiens qui est cassé, c'est toi qui payes pour le faire réparer. Tu te débrouilles, ou si tu sais que t'es maladroit, tu prends une assurance. Mais surtout qu'on a des gens qui achètent de la merde, c'est-à-dire que sur des fringues, sur des téléphones qui valent 1000 balles, c'est vrai que ça coûte cher de faire réparer et tout, je suis pas pour que l'État t'aide, mais bon, bref, on peut en débattre. Mais sur des fringues, alors que les gens vont acheter des fringues sur Chine, dans la fast fashion, ou l'ultra fast fashion maintenant, et qu'ensuite on va payer, la réparation coûte plus cher que le vêtement à fabriquer, enfin c'est des trucs. Ouais, non, mais c'est cool. Ouais, en fait, plus on avance, parce que je suis tombé dans South Park très petit, moi, donc à 10-11 ans, je regardais déjà South Park, et ça me faisait vachement marrer à l'époque, mais maintenant, la vie est South Park. C'est vraiment juste devenu une réalité, donc c'est beaucoup plus problématique, quoi. Donc, oh là là, mais en plus ils se sont enorgueillis de ça, alors qu'ils ont fait des barèmes pour te dire t'as le droit à 5 € là, mais... Promo.
Ah oui, 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 Ils ont fait la promo YouTube, quoi. C'était absolument exceptionnel. et c'est là que tu te dis peut-être qu'il y a trop de fonctionnaires. Alors si vous êtes fonctionnaire et que vous nous écoutez, désolé, hein, c'est pas forcément c'est pas une attaque ad nominem contre vous, mais je veux dire, qui est l'abruti qui est rentré chez lui un soir et qui s'est dit chérie, aujourd'hui j'ai vraiment fait du bon travail. Je me suis dit, tiens, on va filer des chèques à absolument tout le monde pour qu'ils réparent leurs chaussures qu'ils ont trouvées dans les buis en faisant le ménage chez eux. Non mais alors Et, voilà. et on va financer tout ça, ça va être génial. Alors, le petit conseil, hein, arrêtez d'acheter de la merde. Premièrement, ça s'use moins vite quand c'est de la qualité. Et deuxièmement, c'est de la logique, hein, prenez soin de vos affaires Débrouillez-vous. après. Voilà, et ensuite, débrouillez-vous. Démerden zizich, hein, j'ai envie de te dire. Mais là, Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah, puis c'est vrai qu'on entend souvent parler d'infantilisation de la population. Bon, je suis toujours Là, on est en d'accord, plein mais dedans. là, quand même, on est quand même en plein dedans. C'est-à-dire que On est quand même en t'as plein l'État dedans. qui T'es va. même pas apte toi-même à aller réparer tes affaires, du coup, on va te filer de la thune pour que tu puisses le faire. Voilà, Et, c'est plus et, l'infantilisation. et en plus, même si certaines personnes, peut-être, qui sont assez pauvres ou peu privilégiées, ont besoin de ça, déjà, apparemment, c'est ouvert à tous. Donc, Jean-Michel, qui Ouais, habite son c'est même pas appartement de 250 mètres carrés à Levallois, par exemple, va pouvoir y accéder pour faire repriser l'uniforme de sa fille, par exemple, qui paye une école de commerce 15 000 euros Voilà, 15 000 balles. voilà, par an, au même titre que quelqu'un qui habite un HLM et qui s'en sort pas, qui est au SMIC. Bon, premier problème. Et deuxième problème, apparemment, ils en ont fait. Alors, j'ai pas de digue, hein, parce que franchement, on a autre chose à faire. Mais, mais apparemment, c'est des formulaires à remplir par les commerçants selon le type de réparation pour qu'ensuite ça parte, un service qui va centraliser tout. Pour ensuite, c'est un enfer administratif comme seule la France, je pense, est capable d'en prendre un. C'est la spécialité. Hein, c'est la spécialité nationale. Tu veux savoir la France, bah, tu achètes une baguette, ensuite tu ouvres une entreprise et tu vas remplir tes déclarations CAF ou URSSAF et tu vas voir. Tu vas voir de comment ça marche. Non mais franchement, j'ai trouvé ça hallucinant. Donc évidemment, si on pouvait arrêter ça, un jour peut-être que quelqu'un nous écoutera au gouvernement sur si vraiment arrêter. Surtout n'aidez pas les gens. En fait, quand l'État dit je vais vous aider, souvent c'est assez rarement une bonne nouvelle. Déjà, c'est jamais gratuit, quoi. C'est déjà le premier problème, c'est que il y a bien de l'argent quelque part, quoi. Oui, il y a de l'argent quelque part, effectivement, même si on l'a, peut-être qu'il vaut plus grand-chose qu'on l'imprime à partir de rien, mais quand même, on va te filer du pognon gratuitement. Déjà, c'est bizarre. Ouais, c'est ça un petit peu le coup fourré, quoi, finalement. Dans la rue, quelqu'un vient en te disant hey mec, tu veux pas mon argent? Je fais oula, c'est quand même chelou, tu veux quoi en échange? Et en fait, les gens se posent pas trop cette question quand c'est l'État, mais il y a un certain nombre de gens qui ont investi dans des dispositifs fiscaux avantageux et qui aujourd'hui le regrettent. Donc voilà, finissons sur une citation, c'était le maréchal de MacMahon qui disait hier nous étions au bord du précipice et aujourd'hui nous avons fait un grand pas en avant. Voilà. C'est très très beau et c'est très très vrai. Donc pour revenir sur la citation, dans les années 70, il y a eu une stagflation qui était atroce, hein. Il y a la période Volcker, etc. pour ceux qui connaissent un petit peu. Et c'est quelque chose qui a permis à toutes les usines des États-Unis, qui dataient d'il y a un petit moment, de se remettre à jour et d'adopter des nouvelles normes écologiques. Et du coup, ça a permis d'éliminer le smog, qui était vraiment un énorme problème aux États-Unis. Vous pouvez regarder dans les années 70 les nuages de smog au-dessus des villes, c'est vraiment super impressionnant. Et du coup, ça prouve que même à travers les événements économiques difficiles, on peut toujours trouver une petite part de lumière dans tout ça, quoi. Bon, j'ai envie de dire, on va finir sur cette note positive, ce premier épisode. J'espère que vous l'avez tous et toutes apprécié. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous dire ce que vous en avez pensé, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut ne pas améliorer. Si c'est déjà très bien, c'est parfait. Et puis, on va vous retrouver, je pense que là, on enregistre début décembre, on vous retrouvera pour le début d'année. L'objectif, c'est de bien commencer l'année 2024 avec ce nouveau format. Merci Colépi d'avoir été avec moi pendant cette heure. On a un peu dépassé, mais pas tant que ça, donc ça va. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On vous retrouve très bientôt. Ciao!